Eh bien voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier KiCads Event sur le thème de l'iOS 14.5 et des conséquences que ça a pu avoir pour les annonceurs sur Facebook et Instagram. Donc moi, je me présente, je suis Julien de Bénonville, Head of Social Ads chez AdPremier, spécialiste Facebook Instagram Ads depuis 5 ans. Et donc c'est moi qui vais jouer l'animateur sur ce premier épisode KiCads. Voilà, avec mon homme de l'ombre qui s'appelle Maxime, qui est juste à côté de moi et qui va surveiller l'activité des auditeurs. Donc je vais inviter chaque intervenant à se présenter, à commencer par Joseph, si tu veux bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joseph Dogno, moi je suis consultant freelance Facebook Ads depuis 2016 et j'ai un podcast qui s'appelle No Pay No Play. Très bon podcast. Oui, effectivement, Merci. je confirme. Je confirme, je suis en train de me refaire l'intégrale en ce moment, je suis à l'épisode 23. On a un fan. Danilo, je te laisse te présenter. Moi, je suis le fondateur de Dashet Digital, donc on est une agence spécialisée en pub Facebook et Instagram. Comme Joseph, j'ai été consultant pendant 1 année et demie, mais j'ai pratiqué vraiment que les Facebook et Instagram ads et je me suis fait connaître via mon blog danielodichane.com et j'ai lancé un podcast il y a 1 an sur le marketing et on y parle plus de Facebook, création de contenu, marketing digital, enfin un peu tous les sujets. Et voilà pour cette présentation. C'est vrai que c'est un super blog qui est extrêmement riche, très intéressant. Laura, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Laura. Je suis consultante en stratégie d'acquisition. Donc, j'aide mes clients à faire leur stratégie d'acquisition et parmi les leviers que j'active via Facebook Ads. Avant ça, j'étais chez Germinal et j'étais un peu la spécialiste Facebook Ads. J'ai notamment fait une formation avec eux en collaboration avec Théo Lyon. Donc voilà. Super, merci Laura. Fred? Salut à tous, moi c'est Fred, non, Frédéric plus que c'est dû, mon nom est un peu compliqué, j'ai du mal moi aussi. Et moi en fait j'ai créé mon agence d'une personne, en l'occurrence de moi, en 2016. Et je suis spécialisé en Facebook Ads aussi et j'aide mes clients à se faire connaître dans ce Facebook. Super, merci Fred. Jérémy? Bonjour à tous. Donc moi, Jérémy Pohu, ancien formateur Europe chez Facebook. Ça fait maintenant 1 an que j'ai développé mon bootcamp de formation intensive au marketing digital sur 3 jours qui s'appelle Nero Bootcamp. Merci Jérémy. Théo? Écoutez, moi je m'appelle Théo. Moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est spécialisée en Facebook et Instagram Ads. Et pour la partie contenu, donc tout le monde parle de son podcast, etc. Moi je suis plutôt sur YouTube, TikTok et LinkedIn. Tout à fait. Et beaucoup de vidéos YouTube très intéressantes. Ouais, c'est clair. Donc voilà, avant de poursuivre, un remerciement spécial à Théo, puisque à la base, je tiens à préciser que c'est quand même Théo qui nous a trouvés et regroupés, et donc qui, quelque part, est à l'origine finalement de cette idée de créer ce webinaire aujourd'hui. Donc, webinaire dont le but est de parler de l'iOS 14. Donc maintenant, on commence à avoir un petit peu de recul sur la mise à jour de ce nouvel OS d'Apple. Et du coup, l'idée, c'était de réunir plusieurs experts qui ont été confrontés aux contraintes de cette mise à jour et échanger un petit peu sur des stratégies, des pratiques, tout ce qui a pu permettre finalement peut-être de contourner un petit peu le problème, de trouver des solutions pour continuer d'avancer sur Facebook et Insta. Pour le déroulé du webinaire, donc je vais poser des questions aux intervenants et Maxime, mon homme de l'ombre, va surveiller un petit peu l'activité des auditeurs et relever des questions. Donc vous, auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Si il y a des éléments sur lesquels vous avez besoin d'éléments de réponse aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas et Maxime va relever les questions. Moi, ensuite, je récupérerai les questions et je les poserai de votre part aux intervenants. Voilà, donc je propose de commencer avec Joseph. Donc Joseph, parmi les conséquences de la sortie du nouvel OS, on retrouve notamment des problèmes liés à l'attribution.
Donc, petit rappel sur l'attribution. L'attribution, grossièrement, c'est ce qui vous permet de savoir, quand vous générez par exemple un nouveau client ou un achat, d'être capable de savoir à quelle campagne, ensemble de pubs, audience, pub, placement publicitaire, auquel vous pouvez l'attribuer. Du coup, toi, Joseph, comment tu gères aujourd'hui les problèmes d'attribution qui sont en lien avec la mise à jour iOS? Alors, dans les trucs que je fais ou j'ai mis en place, la première chose, c'est d'essayer de basculer des campagnes objectifs de conversion en objectifs génération de prospects quand c'est possible. Donc, pour toutes les campagnes de lead gen, j'arrête de rediriger vers des landing pages. Je le faisais pas systématiquement avant, maintenant je le fais quasiment plus. Et au contraire, j'utilise les formulaires intégrés au pub Facebook. Du coup, tout est traqué dans l'environnement Facebook et il n'y a aucune perte de données. On a mis en place avec un client qui est une appli mobile, un outil de tiers, de tracking, d'attribution, AppsFlyer, pour le coup. Donc, il y a des outils de tracking tiers, d'attribution pour le mobile, pour le desktop. Moi, j'ai juste cette expérience-là sur un outil mobile qui s'appelle donc AppsFlyer. C'est tout récent, donc je n'ai pas trop encore de recul dessus, mais on va voir. Je suis assez curieux de voir en fait la différence de data que j'aurai dans cet outil versus le Business Manager. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour les campagnes mobiles, pour le coup, avec ce client, on a décidé d'arrêter toutes les campagnes iOS parce que on trouvait ça tout simplement plus simple et il n'y avait pas vraiment d'enjeu stratégique entre avoir des utilisateurs iOS versus des utilisateurs Android. Donc, on s'est dit, pour l'instant, on va rester que sur Android, même si c'est une solution assez court terme, vu que il semble qu'Android va suivre un peu la démarche d'Apple et nous priver du type de tracking comme l'ATT sur iOS. Et puis, le dernier truc que je fais, c'est un peu de la modélisation de conversion. Donc, avant le switch vers iOS, on avait regardé sur quelques clients les coefficients multiplicateurs entre l'attribution 7 jours et 28 jours, puisque maintenant, on a perdu les données à 28 jours. Et donc, si par exemple, sur un client, on savait qu'on avait 80% des conversions qui se faisaient dans les 7 jours et 20% de 7 à 28, aujourd'hui, vu qu'on n'a que les données à 7 jours, on peut rajouter 20% pour estimer à peu près les conversions qu'on a a priori sous 28 jours. Donc, voilà un peu, moi, comment je gère ça avec mes clients. Ok. Merci, Joseph. C'était vraiment intéressant. Du coup, Maxime, est-ce que tu as eu l'occasion de relever des questions pertinentes par rapport à ce que Joseph vient de dire des auditeurs? Alors, Joseph, que penses-tu de la qualité des leads par le formulaire Facebook versus une page qui permet de mieux argumenter? Alors, c'est une question un petit peu générique qui est intéressante. On va peut-être se garder au chaud pour la fin du webinaire, sachant qu'en plus, je peux le dire parce que je suis en train de tous les réécouter, il y a un épisode de No Pay No Play qui traite de la question. Je pense que tu te rappelles mieux que moi de mes épisodes. Je sais même pas de quoi tu parles. Du coup, je vais me permettre d'enchaîner et de passer à la question suivante que je vais adresser à Danilo. Parmi les problèmes causés là aussi par la sortie du nouvel OS d'Apple, on retrouve également donc des problèmes de conversion. Du coup, c'est un peu lié également à l'argumentaire que Joseph vient de nous présenter. Du coup, toi, par rapport à ces problèmes de conversion, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as géré ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Joseph a dit que je n'ai pas pu faire parce que nous, on n'a pas forcément beaucoup de clients dans la génération de leads, donc on n'a pas basculé les campagnes en génération de prospects. Pour les apps mobiles, c'est pareil, on avait un client dans les applications mobiles au début d'année et je pense que si on avait continué avec lui, on aurait sûrement fait des campagnes sur Android le plus possible et mis en place une solution comme AppsFlyer. Et pareil, pour ce que tu as dit, Joseph, c'est la modélisation, c'est ce qu'on a essayé de faire pour certains clients. On a 4-5 clients qui ont des paniers moyens d'achat qui sont supérieurs à 300 €. On a vraiment remarqué une belle baisse des conversions pour eux et on essaie d'estimer justement quelle est la baisse qui a été faite due au fait qu'on a perdu l'attribution entre 7 et 28 jours. Et pour certains, on a vu que c'était 20%, pour d'autres 30%. Et heureusement, on avait noté ces données-là dans des rapports Excel parfois, ou alors dans des par email. Donc, ça permettait déjà d'estimer le nombre de conversions qui étaient perdues. Donc, pour être honnête, il n'y a pas plus de choses que je fais par rapport à ce qu'a fait déjà Joseph sur cette partie-là, en tout cas. Après, je sais que tu as d'autres questions où j'aurais peut-être d'autres insights à donner. Oui, il y a une dernière chose qu'on a fait pour certains clients, c'est qu'on a essayé d'estimer d'estimer le nombre de conversions générées par la pub en se basant sur le nombre de clics. On disait, voilà, il y a eu 3000 clics,
Et on prenait ensuite un taux de conversion historique sur, par exemple, 6 mois, mais avant iOS 14. Et on disait, ben voilà, potentiellement, c'est ce qu'il y a eu comme conversion sur ton site. Et on regarde aussi leurs chiffres mois après mois. Et on voit si ça évolue ou si ça diminue. J'allais dire aussi qu'on regarde encore Facebook Analytics, vu que c'est encore disponible. Et on voit qu'il y a des… On leur montre ce qu'on voit dans Analytics. On dit, voilà, par exemple, tu as généré 30 000 euros de chiffre d'affaires sur Analytics. Combien tu vois sur ton site? Si le client nous dit, je vois 50 000 euros, ben on sait très bien qu'il y a un problème avec Facebook. S'il nous dit, je vois 35 000 euros, on sait que là, c'est normal. Et du coup, le pixel ne perd pas beaucoup de données. Et ça permet vraiment de voir déjà si les données du pixel sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Donc, c'est un peu à ce jeu-là qu'on essaie de jouer aujourd'hui, c'est d'estimer les conversions, soit en modélisant avec ce que disait Joseph, donc en augmentant le nombre de conversions grâce à la fenêtre entre 7 et 28 jours, ou alors en faisant des petites estimations avec un taux de conversion. Et là, je trouve que c'est pas l'idéal comme méthode, mais c'est un peu revenir à l'ancienne. Et voilà aujourd'hui vraiment ce qu'on a pu faire ces dernières semaines pour essayer de pallier à la perte de conversion. D'accord. Donc ouais, effectivement, ce petit côté néo-rétro que j'évoquais tout à l'heure. C'est ça. Mais ok, c'est vraiment intéressant. Du coup, Maxime, est-ce que tu as noté des questions intéressantes? Non. Bah non. Bah ok. Bah voilà. Bah c'est aussi simple que ça. Okay. Du coup, moi, il y a une question qui me turlupine. Une question que je vais adresser à Laura et qui fait suite du coup à ce que Joseph et Danilo viennent de nous expliquer. Est-ce qu'il y a des campagnes en particulier, des types de campagnes sur lesquelles toi, tu as rencontré des difficultés depuis cette mise à jour? Alors, effectivement, principalement sur les clients e-commerce et notamment sur le remarketing, j'ai vu une énorme baisse parce que les audiences ont beaucoup baissé. C'est plus vraiment les mêmes tendances qu'on observe. Les audiences baissent, du coup, on dépense moins de budget et donc on a des performances qui sont vraiment mauvaises, quoi. Donc, c'est là où j'ai rencontré, moi, perso, le plus de difficultés. Après, sur les campagnes de prospection directe, en réalité, ça n'a pas énormément changé. J'ai fait le travail, comme le disait tout à l'heure Joseph et Danilo, de faire de la modélisation un petit peu pour voilà, puis prévenir le client aussi, voilà, un peu de pédagogie, un peu essayer de voir les choses un peu plus de manière macro, même au-delà de Facebook. Ça aide vachement. Mais sur le remarketing, c'est hyper compliqué, ne serait-ce que de dépenser selon les clients, en fonction du trafic et des conversions qu'il y a, ça remonte plus, donc les audiences sont vraiment réduites. Ouais, d'accord. Et il y a des typologies de conversion, par exemple pour des campagnes de lead gen ou d'e-commerce, il y a une de ces situations dans lesquelles tu as été confronté à plus de difficultés? Non, parce que la lead gen, moi, les clients que j'ai en lead gen, effectivement, je les ai passés sur du form et donc, du form intégré, donc ça pose pas de problème. Et e-commerce, pour le moment, comme moi, je fais pas que du Facebook Ads, j'ai essayé de diversifier un maximum les leviers et donc de compenser, en fait, d'essayer de prévoir justement qu'il allait potentiellement avoir une baisse de remontée des conversions et donc essayer de compenser, essayer de modéliser. Et honnêtement, non, j'ai pas plus de problèmes que ça pour le moment. Voilà. Ok, merci Laura. Moi, depuis qu'il y a eu cette mise à jour, j'ai eu le sentiment que l'algorithme nous pétait un petit câble, un petit peu comme à l'époque des élections présidentielles américaines où on a l'impression que c'était la folie, qu'il y avait des bugs, qu'il y avait plein de trucs bizarres qui se passaient, qu'il y avait des pubs qui se faisaient rejeter sur des thématiques qu'on ne comprenait pas pourquoi, ou des comptes désactivés alors qu'on était sur des comptes avec une démarche très propre, très droite et a priori qui respectait totalement les règles publicitaires de Facebook. Toi, Fred, tu as noté un petit peu aussi des bizarreries algorithmiques depuis la mise à jour de l'iOS? Moi, j'ai eu pas mal de comptes de clients désactivés au mois de janvier-février. Donc, j'ai l'impression que c'est des vagues. Je sais pas, on dirait qu'ils mettent à jour leur robot tracker on va dire de violation des règles, des pubs. Mais à part ça, non. Moi, en fait, depuis que c'est sorti, j'ai pas mal appréhendé cette arrivée. Moi, je fais pas de e-commerce. Je fais que des campagnes de génération de leads, entre guillemets, à l'ancienne avec une landing page. J'ai pas changé ce modèle-là. Je fonctionne par contre qu'avec des conversions personnalisées et j'ai pas remarqué vraiment de soucis sur le suivi des conversions. Enfin, à mon niveau,
que ce soit sur des campagnes où je gère tout, où c'est-à-dire que la landing page, c'est mon logiciel qui l'héberge, et moi je reçois aussi les leads, donc je peux vraiment quantifier, regarder tel client, il a reçu 15 leads, oui, c'est quantifié. Après, j'ai des clients où ça part sur ActiveCampaign. J'ai un client où il y avait quelques variations, mais sur les autres, dans l'ensemble, j'ai pas trop de soucis. Je suis assez content à ce niveau-là. Je n'ai pas trop de soucis sur le suivi des conversions. D'accord. Et parmi les autres intervenants, vous avez noté, vous, des petites bizarreries algorithmiques? Ouais, vas-y, Laurent. Si tu parlais tout à l'heure de pubs rejetées, de comptes bloqués, etc. Moi, c'était pas tant, je sais pas si c'était les élections, c'était plus lié au Covid. À partir de l'année dernière, on va dire de avril, à peu près avril, on a eu des comptes qui se sont fait bloquer en chaîne. Alors, il y avait des comptes qui étaient liés, au fait qu'ils vendaient des produits en lien avec le Covid, mais même des comptes, des profils bloqués, etc. Et ça continue encore maintenant. Après, des bizarreries algorithmiques, non. Je sais pas ce que ça inclut, mais non, pas plus que ça. D'accord. C'était un peu un terme facile et un terme tiroir dans lequel effectivement on pouvait mettre beaucoup de choses. Toi, Jérémy, tu es un ancien de chez Facebook, entre autres, puisque tu es aussi un ancien de chez Effilab et puis un ancien de chez Google, il me semble. Facebook, donc, avec cette mise à jour iOS, a mis en place un certain nombre de fonctionnalités, propose un certain nombre de choses pour essayer d'affronter un petit peu tous les problèmes qui peuvent être générés par cette mise à jour. Qu'est-ce que toi, tu penses des solutions qui sont mises en place par Facebook ? C'est vrai que tout ce qui est un petit peu centre d'aide, c'est toujours la seule question qu'on va avoir, on ne trouvera jamais de réponse. Pour le coup, je trouve que tout ce qui concerne l'accompagnement sur iOS 14, ils ont été pas mal prévoyants. Ils ont affiché pas mal de pop-up en amont, vraiment guidés étape par étape. Et au lieu de donner uniquement de l'information sur type centre d'aide, au sein directement du business manager, avec quelques petits clics qui nous renvoient très facilement vers la vérification de son domaine, vers vraiment les qu'on aurait pu avoir par la suite sur beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'ils ont trouvées. Hop, j'avais oublié de remettre mon micro. Les pop-up qui reviennent à l'infini, ça c'est pas fou, ça. Je sais pas si ça vous saoule pas. Alors, toujours, si j'en peux plus, moi, de ces pop-up. C'est un peu chiant, ouais. C'est insupportable. Parfois, on fait la manipulation, mais si on oublie de dire qu'on l'a fait, on la voit toujours et le client va dire ouais, mais pourquoi est-ce qu'il me dit encore de vérifier mon domaine ou alors de vérifier la taille des audiences, qui est évidemment ridicule parce qu'on peut. Enfin, c'est pas ridicule, mais c'est difficile de savoir combien de personnes il y avait dans les audiences avant. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est clairement. Je pense qu'on pourrait. C'est pas une bizarrerie algorithmique, mais c'est un truc qui est saoulant, c'est que les audiences du site web et de l'application mobile sont vraiment en chute libre, donc c'est un peu chiant. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour le coup, ces pop-up, je trouve, font peur aux clients, parce que moi, j'ai souvent des clients qui me disent j'ai un message qui me dit que mes audiences vont se réduire, ou j'ai un message qui me dit que je peux plus faire plus que X événements. Je l'avoue, ça fait 6 mois qu'on en parle. Pas de panique, on est au courant, on gère. Ouais, c'est ce que disait Jérémy, c'est qu'ils ont vachement anticipé, mais en même temps dans le flou. Et maintenant, ils tabassent de messages pour qu'on soit averti, etc. Mais ça fait c'est plus anxiogène que ce que ça aide, en fait. Ouais. Les bannières rouges. Voilà, rouge, noir aussi, ils abaissent les couleurs un petit peu. D'ailleurs, il y a une nouvelle bannière là, qui est arrivée, qui est noire, et alors, elle est en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, tant pis, mais il parle qu'il y a un truc à partir du 15 juin. Je ne sais pas si vous avez compris par rapport au HUD. Oui, moi j'ai vu ça. Moi je l'ai vu. J'ai essayé de comprendre, j'ai pas suivi là. Je l'ai plus lu dans le détail, mais ça n'avait pas l'air trop inquiétant. Je sais plus ce que c'était encore, mais c'était pas un truc. Je sais plus exactement un truc. Les personnes uniques, un truc comme ça. C'est avec des personnes. Voilà. Donc. Alors j'ai une question d'un auditeur. C'est une question ouverte, donc celui qui la veut la prend. L'effet iOS 14 n'est-il pas un peu biaisé par le nouveau bandeau RGPD ? Ouais, moi je pense que oui. Très pertinent.
sur certains clients, on regarde le gestionnaire d'événements et on voit qu'il y a une grosse chute des événements. Donc, du coup, on sait pas dire bien d'iOS 14 ou du bandeau, mais je suis entièrement d'accord. Et ça nous complique encore plus la tâche. Et ça, par contre, peu de gens ont communiqué là-dessus. Moi, je me suis rendu compte seulement en mai qu'il y avait ce foutu bandeau qui a été rajouté sur certains comptes, enfin certains clients avec qui on bosse et qui a vraiment, vraiment réduit l'activité du pixel de manière générale. Pas juste les achats, mais vraiment les visiteurs qui sont traqués, les événements qui remontent plus. Enfin, c'est horrible. Je trouve ça horrible. Donc, ouais, c'est biaisé. C'est quelque chose aussi que je me suis posé comme question et j'ai remarqué qu'il y avait une chute forte entre le nombre de clics et les vues de pages de destination qui a vraiment augmenté, je dirais, vers mars à peu près, fin février-mars, où avant, bon, on avait toujours de la perte, ce qui est tout à fait normal, mais depuis qu'il y a eu cette nouvelle réforme, loi, je ne sais pas trop quel est le terme exact, mais une chute énorme entre le nombre de clics et le nombre de vues de pages de destination à partir de cette période-là. Toi, Théo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah ça rajoute en plus sur le fait qu'on a, je sais pas si vous l'avez vu aussi, je sais que j'en ai parlé avec pas mal d'autres marketeurs qui l'ont vu, mais cet effet terrasse, ça fait un mois qu'on s'est mangé des performances relatives qui font comme ça. Donc pas ouf. Et puis en plus, ça corrobore un peu le fait que, mine de rien, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte sur iOS 14, c'est que c'est une adoption progressive. Et donc, en fait, même si ça a été lancé il y a quelques mois, tout le monde l'a pas encore. Je crois que les derniers chiffres d'adoption, c'est 44%. Donc, on a encore un peu de souffrance qui arrive. Avec les dernières personnes qui vont le faire, même si Facebook commence à s'adapter, a priori, je crois qu'il y a 14.6 qui va bientôt, enfin, je me demande si d'ailleurs elle n'est pas déjà revenue. 14.6, j'ai eu droit hier soir. Ouais, où ils vont nous donner des trucs un peu différents, et notamment dans Business Manager, ils vont nous amener des modifications sur la façon dont c'est évalué, parce que maintenant, il y a un petit 2 entre crochets à côté des chiffres qu'on a, qui est juste cette petite pop-up qui veut dire une partie a été estimée par Facebook des conversions, mais sauf qu'elle était partielle, cette partie-là, et maintenant elle va devenir complète, je crois, dans la nouvelle version. Donc, on va voir quel impact ça a sur ce qu'on a comme résultat dans Business Manager. Mais de toute façon, l'impact général, en fait, sur iOS 14, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que cette data, en fait, toutes les solutions de Facebook, etc., c'est vraiment des placements. En fait, cette data, elle est partie, on l'aura plus. Et en fait, il faut se réadapter à cette nouvelle réalité. Donc maintenant, nous, je dirais que si on devait choisir une adaptation qu'on a faite, pour un peu revenir sur les sujets qu'on a eu dans les premières questions, c'est qu'on pilote maintenant déjà sur des périodes beaucoup plus larges. Et en plus avec des indicateurs qui sont plus généraux. C'est pour ça que quand Laura disait on diversifie les canaux d'acquisition, nous, même si on fait que du Facebook, Instagram, c'est ce qu'on recommande en priorité aux clients d'aller plutôt analyser du coup ce qu'on appelle des ROMI, donc Return on Marketing Investments. Ça a plein d'autres noms, ça a Blended ROAS, etc. Et en gros, c'est l'impact global de tes dépenses publicitaires sur ce que ça t'a rapporté. Et tu regardes vraiment si maintenant est-ce que Facebook t'apporte de l'incrémentalité. Et après, tu essaies de comparer les différentes sources de data, Google Analytics. Il y en a qui font des sondages post-achat aussi. Tu peux aussi comparer ce que disait Danilo, la quantité de clics, si tu veux essayer d'avoir une attribution générale quand tu as ton remis. Essaie de regarder ton nombre de clics et combien est-ce que tu penses que tu peux en attribuer à Facebook, etc. Parce qu'on ne veut pas être, nous, dans la situation où on coupe Facebook pendant une semaine et on regarde, OK, qu'est-ce que ça fait? Ça, on n'a pas envie de le faire parce que ça va avoir un impact business. Mais donc, voilà, j'irai principalement sur la façon dont on pilote les campagnes qui est un peu changée. Ok, super. Merci Théo. Du coup, Facebook s'est pas arrêté pour autant de sortir de nouvelles fonctionnalités, proposer de nouveaux outils. Et comme vous le savez, puisqu'on en a discuté il n'y a pas très longtemps, j'ai noté que dans l'objectif de campagne génération de prospects, il y avait une nouvelle optimisation de conversion qui s'appelait le prospect de conversion. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu déjà l'occasion de tester cette nouvelle fonctionnalité et donc voilà, de nous faire un retour d'expérience dessus? Non, pas encore? Non. Bon, toi peut-être? Bon, moi c'est dans les tuyaux. Donc, on est vraiment une brochette d'experts Facebook Ads à la pointe. On teste toutes les nouveautés. On est tous dans les commerces. Là, j'ai quelques projets de lead gen sur lesquels je pousse pour mettre en place cette fonctionnalité parce que moi, dès qu'il y a un truc qui sort, j'ai envie de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que sur l'objectif génération de prospects, avant que l'algo ait l'occasion d'analyser quelques profils quali, parce qu'il aura vu au travers des données de mon CRM que j'ai généré X transfo pour ensuite aller me trouver des profils similaires, au départ, je pense que comme pour la génération de prospects classiques, je vais avoir un gros volume de prospects dans lesquels il y aura à boire et à manger. Et est-ce que du coup, je vais être plus performant grâce à cette nouvelle optimisation ou en conservant du coup une campagne avec un objectif de conversion sur une landing à formulaire? Voilà, je sais pas, je suis un petit peu mitigé là-dessus.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de réfléchir à la question ou pas. Je pense que la grande différence sur le lead gen, c'est quelle est l'intention derrière. Est-ce que c'est une prise de rendez-vous, une inscription newsletter? Qu'est-ce qu'on va faire de ces data et qu'est-ce qu'on demande et à quelle audience aussi on va la demander? Je pense que c'est, de mon point de vue, c'est un impact qui va être beaucoup plus fort. À quelle audience et surtout qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est du MQL, du lead marketing ou est-ce que c'est du lead sales? Et avec quel message on va attraper cette personne-là? Généralement, on voit qu'après, il y a des taux qui sont plus ou moins meilleurs en fonction de la sensibilisation qu'on a pu faire à notre audience, je pense. Ok. Après, alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je vais faire, c'est toujours un petit peu la démarche que j'ai, en fait, c'est une démarche de mise en concurrence. Donc, je pense que je vais tester deux typologies de campagnes, une avec ce nouvel objectif de conversion et une campagne de conversion classique avec une landing et un formulaire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pour en revenir à notre problématique iOS 14, toi, Joseph, si tu avais un ou même plusieurs conseils, mais qui sont vraiment, on va dire, les éléments clés que les auditeurs devaient garder à l'esprit aujourd'hui dans cette nouvelle ère de l'iOS 14.5 pour arriver à gérer leur campagne en composant avec ces nouvelles contraintes, qu'est-ce que ce serait? Alors, la première chose, ce serait d'utiliser plus d'audience personnalisée de sources Facebook. Et parce que, en fait, j'ai l'impression que quelque part, cette mise en place de l'ATT, ça arrange un peu Facebook parce que ça va nous obliger à rester dans l'écosystème Facebook et de plus faire des redirections vers des sites ou des applis. Vu qu'ils sont en train d'intégrer plus d'e-commerce, plus de shopping dans leur interface, je me dis que quelque part, ça peut les arranger un petit peu. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut utiliser plus que jamais les pubs vidéo pour pouvoir faire des audiences personnalisées de vidéos de gens qu'on va retargeter, et là, il n'y aura aucune perte, de faire des audiences personnalisées basées sur Facebook, Instagram, Shopping, ou des formulaires prospects, notamment si on fait des campagnes de lead gen, des lookalikes, des personnes qui ont interagi avec les formulaires, ça peut être une bonne, ça peut rester une très bonne source de prospection. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de moins segmenter les audiences de retargeting. Comme disait Théo, de partir peut-être sur des périodes un peu plus longues. Moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup de retargeting à 7 jours ou à 14 jours. Je pense que je vais bientôt arrêter de le faire et plutôt faire des fenêtres minimum à 30 jours. J'aime toujours pas les fenêtres très longues à 3 mois ou à 6 mois parce que je trouve que c'est un peu du matraquage publicitaire et souvent la répétition en souffre. Donc voilà, fenêtre plus longue, peut-être regrouper certaines audiences de retargeting. Les audiences, moi je segmentais beaucoup les audiences de milieu de tunnel et des audiences de bas de tunnel, donc moins intentionnistes, plus intentionnistes. En fonction des volumes qu'on a sur les sites, en fonction des clients, peut-être regrouper ces audiences et faire des espèces de des gros pots pourris de retargeting. Et je crois que c'était Théo qui disait ça aussi, les sondages post-achat, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je fais avec un client depuis déjà 2 ans, et on a toujours comparé, en fait, c'est lui qui comparait les perfs que je lui annonçais de mes reporting basés sur le gestionnaire de pub. Lui, il comparait ça avec ses stats Google Analytics et avec ses sondages post-achat. Et de ces 3 chiffres-là, il arrivait à peu près à avoir un chiffre qui, pour lui, se rapprochait le plus de la réalité. Parce que dans les sondages post-achat, une partie des gens disaient qu'ils avaient connu la marque à travers des pubs Facebook. Donc, les boîtes qui le font pas encore, c'est un truc à mettre en place. C'est pas très compliqué. Et ça donne un autre son de cloche qui vient directement des clients, qui est forcément partiel vu que tous les gens ne vont pas répondre au sondage. Il y en a qui peuvent avoir oublié qu'ils ont cliqué sur une pub Facebook et se rappeler que de la dernière recherche Google qu'ils ont fait avant de tomber sur le site. Mais bref, c'est un autre son de cloche qui peut être bien de mettre en place. Voilà ce que je dirais. Super. Écoute, merci beaucoup Joseph. Je profite d'avoir une question d'un auditeur et je tiens à dire une chose importante avant de poser cette question. C'est que le grand drame du digital, c'est qu'on n'écrit plus. Et comme on n'écrit plus, on ne sait plus écrire. Parce que la question que je vais poser là m'a été écrite sur un post-it par Maxime. Et très sincèrement, c'est illisible, Maxime, je suis désolé, tu écris très très mal. Il va falloir qu'on en parle après le webinaire quand même. Donc, je vais lire la question et par avance, je m'excuse s'il y a des moments où je bug un peu sur des mots. Alors, j'ai un client... En fait, tu vas faire des fautes d'orthographe à l'oral, c'est ça que Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai un client en lead gen qui dépense plus de 2 000 € par jour. Je suis toujours avec une landing
à l'heure actuelle, faut-il passer en génération de prospects? Point d'interrogation. C'est une obligation à long terme? Point d'interrogation. Hein? Qui veut répondre? Super. Daniel, allez. Ils font la génération de lead, allez-y. Moi, je fais un peu de génération de leads. Ce n'est pas une obligation, mais vu qu'une partie des conversions que cette personne, c'est Mickaël, je crois, vu qu'une partie des conversions, tu ne vas pas les traquer, c'est dommage de ne pas utiliser la solution alternative de Facebook qui permet pour le coup de tout traquer. Après, il y a ce débat, la question qui a été posée au début, sur la qualité des leads générés par les formulaires Facebook. C'est sûr que le fait de faciliter la capture de données sur un formulaire, ça a comme effet collatéral de diminuer la qualité des leads, puisque en gros les gens peuvent, en 3 clics sur un bouton, remplir un formulaire, ce qui fait qu'ils peuvent ne pas forcément être très intéressés. Et quelque part, le filtre de devoir taper son mail, de devoir aller sur une landing page tierce, c'était un petit filtre qui augmentait la qualité. Donc, moi, je dis toujours, ça dépend de la capacité de traiter les leads derrière. Si c'est un traitement automatisé, à la limite, peu importe qu'il y ait un pourcentage des leads qui soit de faible qualité, puisque si derrière, c'est des séquences mail ou des choses comme ça, c'est pas très grave. Si par contre, derrière, c'est un traitement manuel avec, je sais pas moi, des commerciaux qui téléphonent au lead, là, ça peut être un problème d'avoir 20 ou 30% de leads un petit peu de faible qualité. Danilo, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'en génération de leads, on peut quand même utiliser les items pour traquer d'où viennent les leads. Et honnêtement, j'ai fait de la génération de leads pour un challenge que j'ai lancé il y a 1 mois et demi. Et il n'y avait pas tant de différence que ça entre le nombre de conversions générées par Facebook et celles que je voyais dans Analytics. Parce que généralement, quand tu arrives sur une landing page et que tu veux t'inscrire, tu le fais dans la journée ou plus tard en 2 jours. Donc, du coup, Analytics, je sais que c'est le modèle d'attribution last click. Et je ne sais pas si c'est sur une journée, je pense. Donc, normalement, tu as plus ou moins le même nombre que dans Facebook. Donc, tu peux directement voir la différence. Et tu peux quand même faire un suivi de tes leads qui viennent de Facebook dans Analytics. Et je pense que si tu as 2 000 € par jour et que d'un seul coup, tu vas le basculer en génération de prospects, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faudrait quand même faire une partie Facebook et une partie avec la landing page. De toute façon, le tracking, il va disparaître. Enfin, c'est pas qu'il va disparaître, mais on va voir de moins en moins des données qui sont de Facebook. Donc, il faudra s'y adapter. Il faudra se rendre compte que toute la donnée ne remonte pas et que c'est comme ça, que c'est un peu une loterie, que parfois on a des journées avec des très bons résultats et des journées avec des moins bons résultats. Et que si on a un système de tracking efficient sur Analytics ou d'autres solutions, ça permet quand même de suivre les résultats. Mais on va pas justement à cause des bandeaux RGPD avoir aussi un problème sur Analytics, parce que les gens arrivent sur ton site et s'ils refusent d'être traqués sur Analytics, on perd les données aussi. Tu as raison, c'est juste ça, j'avais pas totalement pensé. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'ai vraiment senti une grosse baisse de mon trafic sur Analytics. Donc je pense que j'aurais dû le dire aussi. Mais bon, c'est ce que j'avais fait il y a 1 mois et demi. Et puisque vous parlez du bandeau, du coup, ça m'amène une autre question d'un auditeur. Et du coup, j'ai progressé dans ma démarche puisque j'arrête de regarder les post-it de Maxime. Je me suis mis à faire des petites captures d'écran de mon côté. Du coup, j'ai une question qui est, est-ce que l'API conversion n'aiderait pas à remédier au problème du bandeau? Qu'est-ce que tu en penses, Théo? Non. La réponse est... Voilà. Merci, Théo. Voilà. Et l'API de conversion, c'est très bien. C'est très bien, mais encore une fois, c'est un pansement, c'est super, ça va nous permettre. Il faut absolument la mettre, d'ailleurs, c'est incontournable, c'est vraiment maintenant. Et je sais que c'est un peu chiant pour pas mal de gens qui sont pas sur des CMS qui ont des intégrations, et ils n'ont pas encore tout fait, donc on va parfois passer par des devs si on est sur des trucs un peu farfelus. Mais non, malheureusement, non. La pétition c'est pas de la magie, ça rentre globalement dans tout le sujet aussi, parce qu'on parle beaucoup maintenant des logiciels d'attribution, type, je crois, il y a, je sais pas comment dire, Heroes, H-Y-R-O-S, ou Wicked Reports, qui du coup ont un peu fait cette vague-là en vous disant qu'ils allaient vous sauver d'iOS 14.5. Ça n'est pas le cas parce que personne ne peut le faire, en fait, ce truc. Donc là-dessus, la réponse est assez unilatérale, c'est non. Ok, merci Théo. Du coup, si toi, tu avais, je sais pas, 1, 2, 3 conseils clés à donner aux auditeurs, vraiment quelque chose qu'ils doivent garder en tête pour continuer d'annoncer sur Facebook et Insta à l'ère de l'iOS 14, ce serait quoi? Ouais. Alors moi je suis un peu dégoûté parce que Joseph m'a pris pas mal de mes astuces. Non mais notamment changer les sources. Je te les rends, tu peux les reprendre. Non mais je veux dire beaucoup. En fait il faut se baser maintenant au maximum sur des événements qui sont du coup fiables et donc ceux qui sont traqués dans Facebook.
Mais ça n'a pas juste une implication dans la façon dont on va recibler les gens, donc faire du ciblage engagers au lieu de faire rajouter du moins dans ces ciblages retargeting, ce genre de ciblage-là, mais aussi dans les exclusions. Parce qu'on se rend compte d'un truc, c'est que maintenant, l'audience visiteur est de moins en moins fiable. Ça va aller de pire en pire. Donc maintenant, si on veut exclure vraiment les gens qui nous connaissent déjà, tu n'as pas d'autre choix que de prendre un peu plus large. Et en fait, tu peux essayer de te débrouiller avec d'autres types d'exclusions qui sont moins satisfaisantes, bien évidemment, que les visiteurs sites web. Et ouais, moi, ce que je recommande vraiment, c'est le virage, en fait, maintenant sur iOS 14. C'est un peu chiant pour nous, les marketeurs Facebook, et que ça va nous forcer, en fait, à plus miser sur des trucs long terme, donc les stratégies de contenu et le fait faire progresser sa marque e-commerce de manière générale, donc aller bosser un peu, travailler les autres leviers, etc., parce que c'est ça qui va avoir de l'impact sur Facebook. Et plutôt voir maintenant, en fait, la conclusion numéro 1 que j'en sors de iOS 14.5, c'est que maintenant, tu dois voir tous tes canaux d'acquisition, et même les canaux que tu payes ou que tu ne payes pas, comme quelque chose d'agrégé. C'est un mix global qui va donner de la performance. Et ça va être très compliqué de savoir exactement quoi vient de où. Parce que déjà, c'est un truc qu'on n'arrivait pas trop à savoir avant, en fait. Le sujet de l'attribution, c'est un sujet qui n'est pas encore résolu, où il n'y a pas de meilleure réponse. Donc, ouais, voilà. Je dirais se baser sur les audiences dans Facebook et changer surtout, je reviens plus sur la façon dont on pilote les campagnes et on analyse les résultats. Ok, merci Théo. Toi, Laura, si tu avais des conseils à donner, ce serait quoi? Alors, le premier, c'est déjà je pense, relativiser un petit peu. Je pense que c'est important de ne pas paniquer, surtout quand on voit tous les bandeaux rouges, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Déjà, il ne faut pas paniquer. Il faut juste prendre un peu du recul sur ce qui est fait, sur l'acquisition qui est faite, sur tous les leviers qui sont activés. Et justement, je rejoins Théo sur ce point de voir les choses beaucoup plus macro. Donc vraiment se poser et se dire ok, j'ai tel et tel investissement en organique, il se passe ça, sur mon site il se passe ça, j'ai tant d'achats par exemple par mois, et suivre la tendance au fur et à mesure, essayer d'avoir des ratios, des taux de conversion, des choses comme ça, d'avoir tout en tête pour en fait ne pas subir ne pas subir ce qui se passe en fait. Deuxième chose, bon, Théo l'a dit aussi, mais du coup c'est miser aussi, intégrer en tout cas des actions de réengagement et donc se servir des actions, des interactions et des comportements qui sont le plus dans Facebook, mais de toute façon, c'est une reco qu'on faisait avant la mise à jour, mais là, ça devient hyper important. Et puis après, dès que vous voyez vraiment des tendances, même si malgré en fait tous les chiffres que vous avez en tête, etc., il y a quand même une chute que vous n'arrivez pas à optimiser comme il faut, il ne faut pas faire des modifications trop importantes, trop brutales de suite. Il faut tester les choses vraiment. Par exemple, tout à l'heure, donc c'était Mickaël qui avait posé la question sur la lead gen passée à la landing page. En fait, si tu veux tester ça, fais-le progressivement et compare. Mais voilà, moi, le résumé de tout ça, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il faut vraiment respecter les recos de Facebook, mettre l'API conversion, vérifier le domaine, etc. Être au maximum aux normes, parce que mine de rien, ça nous aide, même si ces dépensements, ça aide quand même, ça va dans le bon sens. Mais il faut éviter le moins possible de subir. Donc, reprendre un peu de distance et de hauteur par rapport à Facebook et connaître sur le bout des doigts ces chiffres et voilà. Et reprendre un peu les rênes, quoi. Et juste pour rebondir sur ce que dit Laura, en même temps, je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc. Il y a quand même un peu d'espoir sur le fait qu'on ait un nouveau système de tracking. Notamment, il y a pas mal d'espoir en ce moment qui est mis sur le système d'analyse par cohorte, où il y avait des études qui étaient sorties il y a 3 mois. Je ne sais pas ce que ça donne depuis. Sur le système qui s'appelait le FLoC, la Federated Learning of Cohorts, publié par Google, et qui, à l'époque, sur les premiers tests, donnait 95% de fiabilité versus le tracking de pixels original. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un sujet qui est tellement important pour Facebook, parce que son business model est basé là-dessus, ils font énormément d'argent dessus, qu'ils ne vont pas se laisser tuer, c'est sûr et certain. Donc et en fait, ils ont bien agenté leurs alignements. Donc en fait, pour ne pas se faire tuer, ils vont nous donner des nouveaux outils pour qu'on soit le plus performant possible. Et il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que c'est possible que ça fasse fuir certains annonceurs et donc que ça réduise la concurrence. Et en fait, on ne peut pas trop prévoir ce qui va se passer sur le futur. On peut faire plein de spéculations là-dessus. Et en fait, à terme, il va rester comme n'importe où, il va rester que les meilleurs, les gens qui se débrouillent le mieux et donc ont les meilleurs.
C'est surtout Bah, pour ça qu'il ne faut pas partir de Facebook maintenant, je pense. Il faut Ouais. laisser les gens partir et C'est ça, rester, c'est ça. tenir. Et c'est Joseph d'ailleurs qui avait aussi écrit un truc là-dessus sur son blog, parce que tu vois, je connais pas non seulement très bien ton podcast, je connais aussi très bien ton blog. Et, et je me souviens avoir lu quelque chose de toi où en gros tu disais que, en tout cas un point positif que tu notais, c'était que bah, du coup il allait y avoir moins de monde sur la plateforme et que du coup on allait avoir des potentiellement des coûts par impression plus faibles ou voilà. C'est exactement ce que vient de dire Laura. Il y aura moins de concurrence et pour ceux qui restent, il peut y avoir des opportunités, surtout sur des secteurs qui sont ultra rebattus aujourd'hui et ultra concurrentiels et ultra chers. Ok. Alors j'ai une question de Simon et je pense que cette question elle peut être bien pour Jérémy en tant que ancien Facebook. Donc j'ai cru comprendre que même si un utilisateur iOS 14 refuse le consentement, Facebook remonte tout de même la conversion principale à un jour clic. Est-ce le cas? C'est une très bonne question. J'ai entendu plusieurs sons de cloche. Moi, de mon point de vue, je le considère un petit peu comme un oui. Après, le fait de le garantir à 100%, je dirais pas oui, mais je sais pas trop. Très honnêtement, officiellement, j'ai pas vraiment de réponse. Ça a pas mal bugué pour moi, je sais pas si c'est que. Ouais, non, ça Non, arrive. pour moi aussi. Ça- Ouais, c'est un peu bugué. C'est un peu bugué. T'as dit que t'étais du côté d'Avignon, Jérémy, c'est ça? Non, je suis encore là pour la semaine. D'accord. Je suis du côté d'Avignon et je capte bien. Est-ce que, je sais pas, est-ce que parmi vous, par rapport à cette question, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce côté est-ce que oui, malgré le refus du consentement, Facebook peut aller récupérer la conversion principale à un jour clic? Moi, je crois que oui. D'après ce que j'ai lu, effectivement, les choses ont peu changé ou un peu évolué depuis quelques mois, mais des derniers trucs que j'ai lus, j'avais cru comprendre que oui. En revanche, que ça ne serait reporté que dans des ensembles qui ont des fenêtres d'attribution à un jour post-clic. C'est-à-dire que si on a un ensemble qui est sur du 7 jours post-clic, cet ensemble-là ne fera pas remonter les conversions des utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out. En gros, c'est comme si il fallait faire des ensembles dédiés iOS 14 avec des attributions à un jour post-clic et que les conversions des personnes qui ont opt-out ne remonteraient que dans ces ensembles-là. Ce qui, je trouve ça extrêmement compliqué pour gérer ses campagnes et traquer ses résultats. Mais voilà, Inès dit bienvenue dans la boîte noire de Facebook, c'est tout à fait ça. Je vois une autre question intéressante, et d'autant plus que là, en l'occurrence, je ne connais pas l'outil. Donc, c'est une question de Felden, j'espère que je prononce bien. Bonjour, que pensez-vous de Trackify? Cette application Shopify peut-elle réellement contrer iOS 14 et récupérer des datas qu'on n'a plus sur le Business Manager? Laura. Ah ben non, mon haussement de sourcil, ça voulait dire que je ne connais pas du tout. Non, je ne peux pas répondre, désolée. Je connais pas. Il y en a parmi vous qui connaissent cet outil, Trackify? Non, personne. Ok. Bah du coup, désolé Pelden. Pardon, pas pouvoir. Excuse-moi pour Trackify, je le connais pas trop, mais c'est un outil juste pour permettre de faire du tracking un peu plus précis que sur Shopify. Ça rentre dans une catégorie des trucs dont je parlais avant, donc Heroes, Wicked Report. Ils vont vous vendre, ça fonctionne sur Conseil Report 5. Ça n'est absolument pas. Ok. Et je note que dans les questions, on essaye souvent de contrer, de dire comment on fait pour revenir avant, et c'est quelque chose que on est tous d'accord parce qu'on l'a tous cité plus ou moins quand on répondait, mais c'est plutôt comment s'adapter. Il ne faut pas oublier que derrière, c'est quand même des lois. Ça va même au-delà de Facebook, au-delà de tout ça, c'est plutôt comment adapter et changer aussi notre mindset ou bien celui des clients en face de nous pour être conscient que ça va être différent. Il y a une transition qui va être importante, mais comme il y a toujours eu plein de transitions, comme à l'arrivée du mobile où on paniquait parce que on savait plus comment on allait faire, et que petit à petit on va s'adapter à un nouveau schéma de performance et d'analyse et d'optimisation des campagnes, mais plus sur une structure, je dirais business que uniquement publicitaire Facebook. Moi, c'est vrai que sur Facebook, par exemple, j'ai des clients que j'ai accompagnés
On a vu pas mal de baisses sur de la performance, des audiences de retargeting qui ont baissé et un impact. Mais après, au niveau business général, leur business model, c'est pas lui casser de 30 à 40%. C'est sûr qu'après, si Facebook Ads, c'est notre seul levier d'acquisition et que ça génère 99% du chiffre d'affaires, là, ça aura un impact un peu plus fort. Mais d'un point de vue business, au sens large, j'ai pas connu, de mon expérience, d'entreprises qui ont vraiment subi 30 à 40% de perte de par cette perte à iOS 14. D'accord, c'est intéressant. J'aime bien le passage où tu dis que voilà, ça peut être un petit peu plus difficile pour les personnes dont le business repose en majeure partie sur les Facebook, Instagram Ads. Est-ce qu'à ton avis, voire à votre avis, par rapport à ça, un média buyer Facebook aujourd'hui doit élargir son champ de compétences et peut-être proposer de nouveaux services, par exemple sur, je sais pas, du TikTok ou d'autres réseaux? Non, je ne pense pas que ce soit un devoir et de se dire on est expert Facebook Ads et iOS 14, je dois remettre toute ma vie en question, changer de travail, rajouter certaines compétences à mon actif. Au contraire, ça va demander un petit peu plus d'expertise pour gérer ce type de levier. Mais par contre, je reste convaincu, et ce n'est que mon humble avis, mais qu'une marque, pour qu'elle se développe et qu'elle se scale et sur du long terme, elle ne peut pas dépendre que d'un Facebook, comme elle ne peut pas dépendre que d'un fournisseur, comme elle ne peut pas dépendre que d'un salarié. Voilà, pour moi, c'est vraiment varier un petit peu les différents canaux d'acquisition, les différentes stratégies, et surtout si on veut créer quelque chose de long terme, bien évidemment. Ok, super. Merci, Jérémy. Toi, Jérémy, si tu devais donner 2-3 conseils clés aux auditeurs, quelque chose qu'ils doivent garder à l'esprit, qu'est-ce que ce serait? Non, mais je dirais que ça reprend un petit peu ce que je disais juste avant, c'est de ne pas se dire, en fait, c'est pas un combat, parce qu'il est entre guillemets perdu d'avance, c'est une règle et qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on l'accepte et qu'on essaye de comment construire entre guillemets l'avenir par rapport à ça, malgré tout, tous ces pop-up qu'on a très bien vus qui peuvent faire peur et comme l'a très bien mentionné Laura et Joseph, c'est des choses qui sont là, essayer de faire ce qu'on nous demande de faire, tout ce qui est API, tout ce qui est vérification de nom de domaine, réfléchir à ses audiences et essayer de partir sur des structures un petit peu qui dépendent moins de la data. Mais là, aujourd'hui, c'est iOS. Il y a un an de ça, on parlait aussi tout ce qui était cookies tierces. Demain, on parlera d'autres choses au niveau tracking. Il y a tout ce qui concerne Messenger qui, il y a 6 mois en arrière, a été complètement stoppé au niveau publicité sur Messenger ou avec Messenger. C'est réfléchir plus, je dirais, 360 et pas se dire, voilà, c'est plus comment je fais pour revenir en arrière. C'est plutôt comment travailler avec ça et réfléchir différemment pour construire quelque chose de plus. Ok, effectivement, merci Jérémy. Moi, je suis assez d'accord avec ça et je rejoins aussi ce que disait Théo tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, je suis d'accord sur le fait que faut renforcer la démarche marketing au-delà de la connaissance et de la maîtrise de l'outil. Et surtout, en fait, j'ai tout simplement confiance en Facebook parce que c'est tellement une grosse mécanique qui dépend tellement de ce revenu publicitaire que j'ai réellement aucun doute sur le fait qu'ils vont nous pondre de nouveaux outils ultra performants, de nouvelles solutions ultra performantes qui vont permettre de compenser les contraintes auxquelles on est confronté aujourd'hui. Voilà, il ne reste pas énormément de temps et du coup, j'avais envie de la jouer un petit peu temps libre en proposant à chacun d'entre vous, à tour de rôle, de dire un petit peu ce qu'il avait envie de dire, que ce soit du coup sur l'iOS 14, sur Facebook Ads ou tout simplement par rapport à lui-même ou elle-même son activité présente. Du coup, Joseph, si tu veux commencer, si tu as quelque chose à exprimer, je t'invite à le faire. Je ne ferai aucune déclaration. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur cette thématique iOS, si ce n'est que
je rejoins ce qui a été dit avant par Laura et par Jérémy sur le fait qu'il faut un peu relativiser, que c'est pas la fin du monde, faut pas changer de job, faut pas changer de vie. Enfin, j'attends encore d'entendre un consultant Facebook Ads dire moi depuis que iOS 14 est sorti, je suis parti en Ardèche élever des vaches. Tu vois, j'ai pas encore vu ce profil, mais on peut se dire aussi qu'on a été des enfants gâtés pendant une fenêtre d'une dizaine d'années avec un tracking d'une finesse qui n'existait pas avant, en fait, qui n'avait jamais existé dans les, 100 et quelques années que la pub existe, et que il y avait de la pub avant, il y en aura sûrement encore après, et il y aura sûrement encore besoin, les entreprises auront besoin de gens pour les aider, les accompagner, les conseiller, les former. C'est pas parce que les outils changent, c'est pas parce que, voilà, il y a tout ce dont on a parlé, ça reste quand même des choses très micro. Il ne faut pas perdre de vue le macro qui est, comme disait Jérémy, le business, le marketing, les offres. Alors peut-être qu'effectivement, en tant que consultante Facebook Ads, on n'est pas obligé forcément de rajouter des cordes à son arc en termes de nouveaux canaux d'acquisition. Enfin, moi, je ne me vois pas passer le temps que je passe à rester bon en Facebook Ads. Je ne me vois pas passer ce temps-là sur du TikTok ou du Snap ou autre chose, parce que je pense que je serais moyen partout, du coup. Je préfère rester sur Facebook Ads, mais passer moins de temps sur la partie technique et peut-être être meilleur sur la partie marketing un peu plus globale, créative, copywriting, offre, enfin vraiment business, quoi. Et je pense qu'il faut pas perdre ça de vue, et c'est aussi un bon truc à dire à nos clients, de dire qu'on n'est pas juste des techniciens, des espèces de pilotes de Facebook Ads qui sont là pour bouger des boutons et des curseurs. C'est un peu la tendance déjà depuis 1 an ou 2 avec l'automatisation, les audiences larges, les pubs dynamiques, etc. Ça ne fait que d'aller dans cette tendance, pour moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, j'allais passer à Danilo, mais juste avant, j'ai une question d'un auditeur, et au hasard, pour Laura. J'ai vu qu'il y avait un bug au niveau des répartitions en contenu publicitaire dynamique que j'utilise notamment en testing. Les résultats ne s'affichent sur aucune variable. Compliqué de prendre des décisions cohérentes. Comment y pallier? Ah ouais, ok. Alors moi, perso, je n'ai pas constaté un tel bug, du coup. C'est sur les répartitions au niveau du contenu en fait, dynamique. Ouais, au niveau du contenu, enfin, je sais pas, quelqu'un a vu ça, parce qu'après, sur les répartitions, les autres répartitions, les âges, le genre, etc. Danilo, tu as répondu à ça, en fait, c'est vrai que… Moi, j'ai l'impression qu'elles ont disparu, quoi. Même après, pour les pays, les âges, je sais qu'en fait, on peut donner ça disparaît, la conversion. Mais c'est vrai que les répartitions par contenu dynamique, elles sont plus là du tout. On voit plus l'option. Sans catégorie, je crois que c'est… Oui, c'est ça, en fait, sans catégorie. En fait, il n'y a pas vraiment de solution. Moi, j'ai trouvé un palliatif par rapport à ça. Enfin, c'est pas la solution miracle, mais en fait, avant, on pouvait savoir quel est le texte qui marchait le mieux, quel était le CTA qui avait mieux marché, quel était le visuel qui avait mieux marché. Bon, je ne parle pas des placements, mais en tout cas, par rapport au contenu. Du coup, aujourd'hui, on ne peut plus rien savoir. En même temps, moi, quand je le savais à la fin, je n'enlevais pas un des textes qui marchait moins bien parce que ça réinitiait les algorithmes. Au final, ça pouvait que perturber les performances. Mais par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais de base, dans toutes les publicités, on peut mettre plusieurs textes maintenant. Même ça ne marche pas. Tu ne peux pas voir ça non plus. Non, tu ne peux pas. Mais au moins, maintenant, ça peut te permettre de savoir quel est le visuel qui marche le mieux. Ah oui, c'est vrai. Ça te permet juste ça. Non, tu as raison. C'est juste un palliatif. Ouais, en fait, au final, le testing avec les dynamics, c'est… Après, ça marche toujours aussi bien. Je viens de lancer une campagne qui tourne très bien. Donc, l'algorithme, il a plein de combinaisons possibles et je trouve que ça tourne toujours très bien, quoi. Oui, mais tes apprentissages, ils sont limités, quoi. Voilà. Quand tu fais du dynamics pour avoir des apprentissages, là, pour le coup, c'est mort, quoi. Ouais, c'est bien dommage. Moi, j'aimais bien. Danilo, si tu as quelque chose à dire, vas-y, ce que tu veux. Ouais, j'avais envie de dire plein de trucs, et je trouve que ce qui est génial quand on est tous un peu experts de Facebook, c'est qu'on se retire les mots de la bouche de l'autre à chaque fois. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, il y aura un avant iOS 14 et un après. Et en fait, l'après, c'est moins de tracking, c'est moins de données qui remontent, c'est plus de difficultés à convertir, c'est du retargeting qui est moins efficace. Et il n'y a pas de solution miracle, il faudra juste s'y habituer. Beaucoup plus se baser sur les fameuses sources de Facebook. Donc, comme on le disait, développer la communauté sur Facebook, Instagram. N'oublions pas que, ça vous l'avez peut-être pas dit, mais que
quand quelqu'un interagit avec vous, avec votre page Facebook, votre compte Instagram, on compte également les clics, donc logiquement les personnes qui vont sur votre site. Donc ça, en tous les cas, ça permet de pallier au problème. Et il y avait une question qui a été posée par rapport au fait de diversifier son offre en tant que consultant. Je pense qu'en tant que consultant, c'est peut-être pas une bonne idée de faire tous les canaux parce qu'on ne deviendrait plus expert. Mais je pense en tant qu'agence, ceux qui ont une agence le savent, c'est que maintenant les clients disent est-ce que tu fais du TikTok? Est-ce que tu fais du Pinterest? Est-ce que tu fais du Google? Et donc c'est très frustrant de dire qu'on ne le fait pas. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec des consultants en marque blanche, mais c'est honnêtement pas l'idéal parce qu'après ils disent ouais, mais c'est qui? Est-ce que je peux lui parler, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et donc moi, je pense qu'en tant qu'agence, c'est peut-être bien d'internaliser d'autres canaux qui sont similaires à Facebook, comme Pinterest, où on sait que la plateforme ressemble beaucoup à Facebook. Donc ça, je pense qu'avec Facebook, qui devient de moins en moins efficace et qu'il faut voir les canaux comme étant quelque chose de plus global, c'est peut-être bien en tant qu'agence de faire plusieurs canaux. Et il y a des agences qui se débrouillent bien en ayant une approche multicanal. Et après, comme disait Joseph aussi, marketing, créa, offre, je pense qu'il ne faut pas oublier que les clients ne recherchent pas juste des techniciens aujourd'hui, ils recherchent des agences ou des consultants qui vont les conseiller sur les bonnes publicités, sur comment communiquer leur offre, sur comment parler de leurs produits, chose que très peu d'agences vont faire. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut réussir à faire. Et après, dernièrement, j'allais dire, n'oublions pas d'écouter Facebook parce que Facebook veut que vous réussissiez, veut que les annonceurs réussissent parce que si les annonceurs échouent, ils ne mettront plus de l'argent dans Facebook et donc eux, ils font tout leur possible pour nous apporter des solutions qui, honnêtement, pour l'instant, ne sont pas encore hyper efficaces comme l'API de conversion, l'outil de mesure agrégé, j'en parle même pas parce que dès qu'on le modifie, les campagnes se coupent, ce qui est incroyable, surtout pour des annonceurs qui dépensent des centaines d'euros par jour. Et donc, voilà, je pense qu'il faut se tenir au courant de tout ça. Savoir que la période tracking illimité, super retargeting, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ben, c'est un peu fini et qu'il faudra vraiment s'y faire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci, Danilo. Théo, j'ai une question pour toi de Mathias. Un conseil pour débuter le dropshipping avec la mise à jour iOS 14.5. Oh, stop le dropshipping là, c'est bon. Là, moi, je parle pas de dropshipping. Là. Pour débuter le dropshipping, on est en train de parler de marque et de business, pas de dropshipping. Non, mais écoute, le dropshipping, vois-le plutôt pas comme une fin en soi, mais si tu veux t'entraîner, c'est très bien pour la pub Facebook. Je n'aurai pas de conseils à te donner parce que j'en fais pas et je connais pas grand monde dans mon cercle proche qui en fait. Ok. Du coup, toi, Théo, si tu as quelque chose à dire, ce que tu veux. C'est dur, tout le monde a déjà bien récapitulé le sujet. Je pense que globalement, c'est pour englober tout ça, restons calmes, on va s'adapter. Et si vous êtes bon, ça va bien se passer. Bon, super. Fred, tu as quelque chose à ajouter? Comme ça a été un petit peu évoqué avant, c'est bien aussi déjà de ne pas paniquer. Ça, je crois que c'est Laura qui disait ça. Mais aussi revenir aux fondamentaux. C'est vrai, comme Joseph le soulignait, l'aspect créatif, etc. Puis il ne faut pas oublier que ça, à la base, c'est de la publicité, c'est un business. Donc il faut avoir une bonne offre et la présenter aux bonnes personnes. Enfin, revenir vraiment aux fondamentaux du commerce, quoi. Et puis après, l'aspect technicien, c'est Daniel qui soulignait ça. On n'est pas que des techniciens, on est là pour conseiller nos clients sur des stratégies et sur des idées de messages à véhiculer. Donc, je pense que c'est une manière de se démarquer et de continuer à avoir des résultats avec Facebook qui, je pense, reste toujours un bon canal. Tout à fait. Tout à fait. Jérémy, je te propose de te laisser le mot de la fin. Jérémy est figé. C'est d'accord. Jérémy, je te propose de te laisser le mot de la fin. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Ah, parfait. Non, mais je disais quel honneur. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment sympa. Je vais pas faire une conclusion de conclusion. Je pense que le message est très clair. Et c'était vraiment très sympa d'être réunis tous ensemble et de pouvoir répondre aux différentes questions. Et je vous invite à donner vos feedbacks par rapport à cette session et pour voir si vous voulez qu'on parle de plus de sujets, passer plus de temps pour répondre à des questions. Et en tout cas, merci à vous tous pour cette participation et cette organisation. Merci à tous. Merci à tous et à très bientôt. Une bonne journée à tout le monde. Et merci beaucoup à Julien. Merci à Julien d'avoir organisé tout ça. Très bonne organisation et on a trouvé très bon animateur. Tu as bien géré. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.